Je suis Raphaël Pasquier, journaliste indépendant. Je collabore notamment au média Grand Format, qui est un média normand basé à Caen, qui raconte des histoires au long cours. On pourra peut-être en reparler si vous voulez, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous présenter Anne-Sophie Novelle, la réalisatrice du documentaire. Et voilà, j'ai préparé plein de questions pour elle. Après, l'idée, c'est, ce qui est intéressant, c'est surtout d'avoir un échange avec vous dans la salle, voilà, qui est forcément, si vous êtes ici, des gens intéressés par les médias, par le journalisme, qui avaient sûrement plein de choses à demander à Anne-Sophie par rapport à toutes ces questions-là. Donc voilà, moi je vais commencer avec mes questions. J'ai l'habitude de faire des interviews, je peux dérouler, il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas à me faire un signe dès que vous avez envie d'intervenir, de réagir. Voilà. Et puis, si il vous faut un peu de temps pour prendre votre courage à deux mains, et ben, on attendra un peu plus tard dans la discussion pour les interventions du public. Alors, merci Anne-Sophie d'être avec nous ce soir déjà. Bonsoir, et bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va te présenter en quelques mots. Alors, tu n'es pas journaliste de formation, tu as commencé par l'économie, et voilà, par le gré de tes préoccupations, tu en es venu au journalisme. Tu es journaliste freelance, donc c'est-à-dire pigiste, tu collabores à différents médias, et spécialisé dans les questions environnementales. Alors, on pourrait citer toute la liste des médias auxquels tu collabores. Il y en a certains qu'on retrouve dans le documentaire, le 1 par exemple, ou Le Monde. Mais ce qui me semble plus intéressant pour situer un peu où tu en es aujourd'hui de ton travail journalistique, j'aimerais bien que tu nous expliques en quelques mots ce sur quoi tu travailles en termes de sujet, en termes de format aujourd'hui. Alors, je travaille toujours un peu avec Le Monde, sauf qu'après le Covid, ça a un peu compliqué les choses. J'ai passé en fait 1 an et demi à travailler dernièrement pour le réseau des colibris et une revue suisse qui s'appelle La Salamandre, qui sont venus me chercher pour enquêter sur notre rapport à la nature et aux vivants. Donc j'ai eu la chance, pendant le confinement, qu'on vienne me chercher en disant voilà, on aimerait bien que tu fasses une grande enquête pour un livre qui sortira le 9 mars 2022 si tout va bien et qui devrait s'appeler L'enquête sauvage. Voilà, donc ça m'a pas mal occupée et à côté de ça j'ai continué à travailler en tant qu'enquêtrice sur l'écriture de certains films, mais aussi pour des revues spécialisées, à écrire des articles, et là j'ai encore des articles en cours. Enfin voilà, c'est la vie de journaliste freelance qui travaille pour plein de supports différents et qui du coup a plein d'expériences différentes aussi, ce qui est intéressant. Et donc on peut être journaliste pour une association, avec les colibris par exemple. En fait, les colibris ont développé un magazine, ils ont développé tout un pôle média en fait. Donc là, ils viennent de sortir 90 degrés, qui est un magazine papier, mais avant ça, ils ont leur magazine des colibris et ils ont des manières de financer un travail de fond, c'est-à-dire qu'en plus de l'enquête, l'an dernier, ils m'ont envoyé sur le terrain avec 2 autres journalistes pour faire un tour de France des écolieux. Et donc, ils ont réussi à lever des fonds et on a pu aller passer à chaque fois 2-3 jours sur un écolieu et faire un travail de terrain avec du temps. Donc, ça pose plein de questions, ta question. C'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui, vous avez vu dans le film, tout le monde peut produire de l'information. La question, c'est comment est-ce qu'on le fait, dans quelles conditions, avec quel sérieux, et est-ce que les critères qui font... Voilà, est-ce que la carte de presse, on en parlait tout à l'heure, fait que est un élément qui fait qu'on est journaliste, ou est-ce qu'on peut être journaliste sans carte de presse? Enfin voilà, il y a plein de critères à prendre en compte. On pourra en reparler parce que le film pose certaines questions, mais l'enquête qu'il a portée, j'ai mis 4 ans à la faire et je l'ai complétée de tout un autre dispositif. En fait, en plus du film, il y a plein d'autres choses à côté. Et on en reparlera sûrement pour permettre à tous ceux qui sont là ce soir de prolonger le film et d'aller plus loin, parce que ça serait dommage de s'arrêter là. Avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, peut-être revenir au point de départ. Toi, qu'est-ce qui t'a décidé, donné envie
d'approfondir toutes ces questions-là que tu te posais en tant que journaliste et d'aller rencontrer d'autres journalistes, le public, des spécialistes pour essayer de trouver des réponses. En fait, je pense que c'est la passion du métier. Comme tu me disais, j'ai fait des études d'économie et je m'étais dit, le journalisme me plaît, mais ça m'avait l'air d'être une voie de garage. Donc, travaille d'abord, fais autre chose. Et puis, si t'as toujours cette idée en tête, tu pourras toujours, forte de ton expérience et de ton réseau, te former par la suite. Et en fait, pendant ma thèse, je travaillais beaucoup sur les questions d'injustice sociale, de commerce international, de pauvreté. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets qui commençaient à m'intéresser énormément, dont les questions environnementales, que je trouvais assez peu traitées dans les médias. Et je ne comprenais pas que des enjeux aussi importants puissent être aussi peu traités. Je suivais ce qui se passait au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, des ONG qui commençaient à se mobiliser. Et donc, en parallèle de ma thèse, j'ai commencé à écrire sur ces questions. Parce que je faisais une veille que j'essayais de relayer. Et après ma thèse, en fait, je suis arrivée au journalisme beaucoup plus tôt que prévu. Et donc cette enquête, je pense, toujours eu en tête, avec cette question de dire pourquoi c'est si compliqué de parler du climat, de l'environnement, de la nature dans les médias. Pourquoi ça n'arrive pas en haut de la hiérarchie de l'information. Et c'était pas être militante que de poser cette question, c'était juste que pour moi, c'était un changement de regard sur le monde et une façon de questionner les choses différentes. Et donc j'ai commencé en 2014-2015 à me dire, maintenant que j'ai quelques années de pratique, j'avais testé des rédactions où parfois on se faisait retoquer des sujets, où je sentais bien qu'on pouvait passer pour des journalistes militants ou des ayatollahs ou presque des bisounours. Et puis donc j'étais voir des confrères et des consoeurs pour voir s'ils avaient le même ressenti. Et là j'ai récolté plein de témoignages. Mais c'est en rencontrant Stéphane Paoli, que vous avez vu dans le film, que là je suis face à un homme qui arrive en bout de carrière, qui pour moi a été un peu l'exemple même de celui qui avait compris ses enjeux et qui, dans sa façon de traiter l'actualité, avait une manière de bien poser les choses. Et là je me dis, en fait, face à cette voix, face à sa façon d'en parler, je me dis, mais c'est pas par un bouquin que j'arriverai à bien parler de ce sujet. Il faudrait que je fasse un film où on montre des journalistes qui ont cet amour du métier et qui essayent de bien le pratiquer et aller à l'encontre de cette image. Je voyais bien au repas de famille, quand on dit qu'on est journaliste, il y avait beaucoup de noms d'oiseaux qui commençaient à fuser. Et donc, de ma petite question, comment parler d'écologie dans les médias, en gros, j'en suis arrivée à faire l'écologie des médias, c'est-à-dire à interroger l'écosystème médiatique, son fonctionnement, à le décortiquer en profondeur, parce que derrière cette petite question que j'avais, je pense qu'il y en a plein d'autres beaucoup plus importantes à traiter aussi, ou tout aussi importantes, qui posent des questions aussi sur notre fonctionnement démocratique. Alors, tu le disais tout à l'heure, le travail d'enquête sur le sujet a duré 4-5 ans, alors pas 5 années à temps plein, mais beaucoup de temps durant ces 5 années à se questionner, à rencontrer, à parcourir le monde même, puisque tu vas jusqu'aux États-Unis. Donc voilà, le montage du film correspond à une sélection de ce que tu en as retiré. Mais si là, aujourd'hui, avec une certaine distance, tu devais en tirer quelques enseignements principaux, un peu la substantifique moelle de ce travail-là, qu'est-ce qui en ressort aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en gardes? C'est difficile cette question, parce que là tout à l'heure, le film, ça fait longtemps que je l'avais pas revu, donc je suis restée en me disant, tiens, comment est-ce que je peux le regarder avec un œil neuf aujourd'hui? En fait, ce qui m'a frappé, c'est que quand on était en train de le monter, donc c'était en décembre 2018, on avait les premières manifestations des Gilets jaunes. Et c'est pour ça qu'on voit quelques images, notamment de Raphaël Maguiochon qui se prend un œuf sur la tête. Et là, je me dis, ah mince, je me dis plutôt, c'est dingue, ce sujet qu'on aborde dans notre film, de l'agressivité, en fait, il ressort là dans les manifestations. Et je me dis, on est quand même dans l'air du temps. Ce qu'on raconte, c'est quelque chose que je sentais monter depuis plusieurs années, vraiment. Et là, je me dis, ça éclate enfin au grand jour. Et moi, je trouvais ça bien que les Gilets jaunes, pas qu'ils tapent sur les gens, c'est pas ce que je veux dire, mais que
cette défiance puisse enfin faire sujet de débat et qu'on puisse débattre de la façon dont la presse était peut-être déconnectée d'une certaine partie du territoire et des préoccupations des gens. Et j'ai échangé avec de nombreux journalistes par la suite qui m'ont dit on s'est vraiment pris un coup de massue sur la tête. Et ce qui était gênant, c'est que du coup l'agressivité qui s'exprimait en ligne, en fait, s'exprime physiquement, ce qu'il faut absolument condamner. Mais voilà. Et donc, juste pour répondre à ta question, pour moi, il ne faut pas regarder les choses sur ce petit bout de court terme, plutôt replacer ça dans un enjeu de très long terme. C'est-à-dire que la défiance existe depuis toujours. On a des sondages depuis 30 ans qui sont faits par Kantar et Lacroix qui sondent cette défiance et on voit bien qu'elle fluctue d'une année sur l'autre, qu'elle a été très forte au moment des Gilets jaunes, mais elle a été très forte au moment du nuage de Tchernobyl qui ne passait pas la frontière, il a été très fort lors des faux charniers de Timisoara dans les années 80, et donc il y a eu des erreurs faites par la profession et qui ont en fait amoché cette relation qu'on peut avoir de confiance avec les médias. Et du coup, on part de loin. Dans un contexte qui a complètement changé, où il n'y a pas que maintenant des médias et des lecteurs, il y a en fait une multitude de supports médiatiques, de canaux et de personnes qui prennent la parole. Donc c'est un peu l'effet cours de récré dont parlait Lise Lucet, mais avec des belles choses. Moi, je ne jette pas du tout. Je pense qu'il y a plein de belles choses qui émergent, et plein de sujets qui émergent grâce justement, comme le dit Stéphane Paoli, à ce printemps de bouche médiatique. Mais il y a quand même un vrai souci dans la confusion globale que ça peut générer aussi. Et du coup, les solutions, pour moi, vont se dessiner dans un long terme aussi. Et c'était un peu la prise de conscience que j'ai eue en terminant cette enquête, de me dire, maintenant, il faut continuer à prendre ce petit bâton de pèlerin pour expliquer que suite au Brexit, suite à l'élection de Trump, suite à ces termes d'intox, d'infox, d'ère de post-vérité et à cette polarisation que ça génère dans la société. Là, on le voit, on a une campagne présidentielle qui arrive avec déjà des chaînes de télé qui font comme Fox News l'a fait à l'époque avec Trump. Et ça pose des vrais problèmes de société. Et donc, si on a conscience de ça maintenant, que fait-on pour réagir ? Et donc, nous, profession journalistique, que fait-on pour nous interroger sur nos pratiques, nous améliorer et montrer qu'on n'est pas une profession uniforme, il n'y a pas que des éditocrates dans le métier, mais qu'est-ce que le public peut faire aussi pour reprendre la main alors qu'on lui capture son attention, alors qu'on lui vole une forme de débat public, alors qu'on l'oublie, etc. Et c'est pour ça que cette comparaison avec l'alimentation, qui m'est venue, mais j'étais pas la seule à l'avoir, mais parce qu'elle était simple à comprendre, si on la pousse encore jusqu'au bout, c'est, comme j'explique souvent, comme dans les années 80, quand Slow Food naît en Italie, et quand Carlo Petrini dit il faut recréer un lien de confiance entre producteurs et consommateurs. Je pense que sur l'alimentation, sur l'information, on en est comme dans l'alimentation dans les années 80. C'est-à-dire qu'il va nous falloir peut-être 30 ans pour essayer de réintroduire des pratiques d'information un peu différentes. Donc voilà. Donc si je sais pas si je regarde le passé ou plutôt si j'ai plutôt envie de me dire je pose une intention pour que dans 20 ans, en tout cas, on ait des réflexes un peu différents de ceux d'aujourd'hui parce que ça va pas s'arrêter, cette multiplication des supports. En revanche, il y a une profession à défendre, il y a une démocratie peut-être un peu à sauver et surtout des gros enjeux de société à adresser. Et si on n'a pas des sphères conversationnelles aidées par des médias, je trouve ça compliqué pour la santé du débat public, quoi. On parle de santé du débat, il y a la notion que tu rappelais, ce qu'évoquait Stéphane Paoli de printemps médiatique avec plein de belles initiatives qui émergent, voilà, qui ont besoin de temps pour se solidifier et s'ancrer dans le paysage. Et d'où l'importance de ce que tu évoques dans le film d'une certaine hygiène informationnelle. Voilà ce que tu disais à l'instant, que donner les clés au public pour se réapproprier les médias et sa pratique des médias. Voilà, là on a des gens dans la salle qui sont déjà un peu sensibles à ça, sinon ils ne seraient pas là ce soir. Mais pour eux, et puis sans doute pour d'autres,
c'est comme quand on commence un régime alimentaire, on ne sait jamais trop par quel endroit commencer, par quelle boule prendre. Du coup, est-ce que tu aurais des conseils comme ça pour quelqu'un qui veut commencer à revoir son hygiène informationnelle? Alors, je vais d'abord faire une petite remarque en préambule, c'est que je ne veux pas faire peser la charge que sur le public. C'est important de bien comprendre que dans une relation de défiance, il y a deux parties. Donc c'est absolument nécessaire pour moi d'expliquer que la profession doit aussi faire son introspection et que comme dans la chaîne alimentaire, il y a des gros industriels qui font de la merde, pour le dire comme... Donc voilà, et donc là c'est aussi important que dans l'écosystème médiatique où il y a une concentration des médias phénoménale aujourd'hui, il faut interroger ce fonctionnement-là et le revoir en profondeur pour démocratiser l'information, comme le dit si bien Julia Cagé qui est dans le film. Après, en attendant que cela puisse évoluer, ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y ait de plus en plus de gens qui aient conscience de ça. Donc c'est un travail qui est fait à travers voilà, plusieurs structures qui font de l'éducation aux médias, mais ça va pas suffire parce que souvent ça s'adresse aux jeunes générations et toute la population française, comme partout dans le monde, a été voilà, irriguée de nouveaux outils depuis 20 ans avec l'arrivée du web, qui nous ont pris de court et qui, à longueur de temps, capturent notre attention à travers les notifications, à travers des alertes, à travers des publicités, à travers donc on est soumis en fait à ces flux incessants. Et ça crée aussi une fatigue informationnelle avec plein de symptômes à la clé, comme ils sont évoqués dans le film. Donc il faut déjà prendre conscience de ça et essayer de s'en sortir. Donc c'est vrai que moi, une fois que le film a été terminé, en fait, j'ai écrit le livre en fait, qui va beaucoup plus en profondeur que le film, parce qu'un film, c'était mon premier en plus. Donc on est obligé de faire des choix de documentariste en fait, avec un regard bien spécifique. Dans le livre, j'ai gardé mes réflexes un peu de chercheuse, où vraiment je donne toutes mes sources et l'histoire n'est pas du tout racontée de la même manière. Mais je prends le temps de détailler ça et à la fin, je propose un régime informationnel. Donc c'est vrai que tu parlais, il y a ce terme d'hygiène en effet, mais le régime, c'était un exercice un peu factice que j'ai écrit, mais qui dit en gros prenez 3 semaines. Certains disent que c'est la durée nécessaire pour changer ses habitudes. Ça n'a rien de scientifiquement prouvé, mais ok, admettons qu'on peut prendre 3 semaines. Et on va s'amuser à revoir, réviser ses habitudes informationnelles. Et donc, les 5 premiers jours, je conseille de tout couper, mais vraiment de cesser de s'informer volontairement et de voir comment ça se passe à l'intérieur. C'est-à-dire, est-ce que je me sens mal? Est-ce que je suis en manque? Est-ce que j'y arrive? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que je peux couper vraiment toute cette information? Qu'est-ce qui m'est nécessaire? Et c'est quoi l'information d'ailleurs? Est-ce que c'est que l'actualité? Est-ce que c'est l'information culturelle? Est-ce que c'est prendre un livre? Enfin, voilà, c'est de quoi poser et s'interroger. Cette introspection-là, quand on coupe tous les flux, face à quoi est-ce qu'on est? Et puis comment on se porte par rapport aux autres? Et comment l'information me vient malgré ça? Donc c'est une phase d'observation qui est intéressante. Et puis après, je propose sur les 16 jours qui suivent de réintroduire média après média, en commençant par la radio, le podcast, la presse écrite. Et j'accompagne, enfin l'idée c'est d'accompagner la personne qui suit ce régime dans la découverte de supports inconnus pour elle. Parce que ce que j'ai pu constater, c'est qu'on est souvent très prompte à critiquer les chaînes qui posent problème, les supports qui posent problème, mais comme on le voit sur le marché au départ, personne ne connaît le 1, personne ne connaît 21, enfin, c'est des supports qui existent pourtant depuis très longtemps, et donc il y a une méconnaissance de l'écosystème, de la fabrique informationnelle. Et donc pour la petite histoire, ce régime-là, je le teste depuis une semaine avec une 60aine de personnes. À Paris, il y a l'Institut des futurs souhaitables qui a trouvé cette idée assez intéressante. Et ils m'ont proposé du coup de proposer à leur communauté de tester ça. Donc là, je fais l'expérience en privé et je vais du coup repérimétrer cette idée suite à ce prototypage qu'on fait en grandeur nature. Et peut-être qu'il en sortira un kit ou quelque chose. En tout cas, j'ai reçu le soutien du ministère de la Culture avec une petite subvention pour réactualiser un
un paysage médiatique français qu'on a pu dessiner avec Natacha, la graphiste qui a travaillé sur le film, et accompagner cette carte d'un exercice que j'aimerais concevoir comme un cadeau qu'on peut partager en fait avec ses proches pour lui dire écoute voilà je te propose de prendre ce temps-là et tu vas voir, tu vas découvrir plein de choses. Mais c'est expérimental, hein, donc ça peut peut-être ne pas être bien. On va faire un petit test. Là, qui dans l'assistance serait intéressé pour suivre ce fameux régime informationnel testé actuellement par Anne-Sophie Novelle? Personne? Ceux qui sont intéressés peuvent lever la main, on fait un petit sondage en direct comme ça. Bon, il y en a qui font sûrement les timides aussi. Je rappelle, n'hésitez pas à me faire un signe pour intervenir dès maintenant si vous avez des questions ou des réactions. Voilà. Mais sinon, moi j'ai plein de questions encore à poser à Anne-Sophie, donc il n'y a pas de souci. Donc, le régime informationnel, l'éducation aux médias, voilà, plus nécessaire que jamais, mais qu'il faut effectivement faire sortir seulement du cadre scolaire, tu l'as dit. Et il y a ces deux côtés de la barrière, il y a le public, les citoyens et les journalistes. La redéfinition du métier de journaliste et les expérimentations qui vont avec sont vraiment au cœur du documentaire, et puis de toutes ces questions qui se posent et qui ont besoin de temps pour maturer. Est-ce qu'on pourrait dresser une espèce de portrait robot du journaliste idéal, ou ça n'existe pas? Enfin, si, il y a quand même des fondamentaux à respecter. Alors, Paoli, dans le film, il dit c'est du travail et de la modestie. Pour moi, aujourd'hui, on doit tenir sur deux pieds. Il y a le pied qui nous permet d'assurer un appui sur c'est quoi le métier de journaliste, les fondamentaux qui font qu'on respecte une déontologie, la façon de faire de la bonne information qui nécessite du coup d'avoir du temps, d'avoir des fonds pour avoir ce temps-là, pour aller sur le terrain, pour aller vérifier, pour se rapprocher du réel autant que possible. Et pour fact-checker, en fait, tout simplement. Ça, malheureusement, ces dernières années, à part dans les grandes rédactions, ça c'est devenu plus compliqué. Donc voilà, donc il faut déjà réassurer qu'on puisse bien faire notre travail dans de bonnes conditions. Et le deuxième pied, c'est celui qui consiste à dire on vit une période voilà, où la modernité nous a amené tout un tas d'outils qui nous permettent d'aller encore plus loin. Donc le métier a évolué, c'est-à-dire que le data journalisme n'a même pas 15 ans en fait aujourd'hui. Et donc cette approche qui consiste à aller chercher dans des statistiques et dans l'ouverture des données qui a été rendue possible avec Internet, la possibilité de raconter de nouvelles histoires à partir des chiffres qui sont mis à notre disposition. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant et qui renouvelle quand même assez largement le métier. Le fait de devoir vérifier l'information, c'était pas naturel, ça fait longtemps polémique dans la profession, parce que certains disaient mais c'est pas à nous de dire ce qui est vrai ou faux. Mais par la force des choses, les décodeurs et l'IB ont ouvert la voie, mais l'AFP avec Factuel, ça date d'il y a 4 ans je crois, s'est mis aussi à le faire. Et donc on s'est rendu compte que les journalistes étaient les meilleurs interlocuteurs pour faire cette vérification des faits et ce qu'on appelle le fact-checking. Et je pense qu'on a aujourd'hui plein d'outils à notre disposition qui permettent aussi de mettre l'information en avant de manière différente, avec du long format, avec de la vidéo, avec de l'audio. Et donc on a une information très enrichie qui peut raconter des histoires différemment, qui peut vraiment toucher aussi peut-être, je pense, l'émotion, faire de l'immersion. Alors certains diront c'est peut-être pas notre rôle, mais à un moment où justement il y a cette guerre de l'attention et il y a plein de problématiques, je trouve ça intéressant de se dire peut-être que pour faire passer une information à travers, peut-être que la notion de récit même journalistique évolue. Et donc ça on le voit aussi beaucoup à l'étranger avec des journalistes qui maintenant voilà, partagent un récit à la première personne pour voilà, faire de l'information de manière un peu différente, qu'on a appelé le gonzo journaliste pendant un temps. Enfin, voilà, et ça, faut se rendre compte que c'est une matière vivante et qu'un bon journaliste pour moi est aussi celui qui peut questionner
la forme avec laquelle il fait son récit. Donc le fondamental lui permettra toujours de d'écrire quelque chose, d'écrire une histoire journalistique comme il le faut, mais savoir s'adapter aussi à cet univers-là et savoir saisir l'air du temps pour faire passer le message du mieux qu'il peut, ça peut être aussi une technique. Et David Dufresne, qui a beaucoup fait parler de lui au moment des Gilets jaunes, avec tout le travail qu'il a fait sur les violences policières, moi je parlais de lui dans mon livre avant, parce qu'en fait depuis toujours, quand il a fait des enquêtes, il a toujours utilisé des formats différents, quitte à utiliser même du jeu vidéo pour que les gens puissent découvrir son enquête. Ce que je trouve assez malin et intéressant en fait. Et ça montre aussi la richesse des outils qu'on a à notre disposition. Ce qui nécessite de rajouter la curiosité aussi. Si on peut, c'est bien de le faire. Donc je retiens 3 qualités, être solide sur ses fondamentaux, sur la déontologie, être souple et audacieux, et puis être curieux. Voilà. Hein. On résume ces qualités-là. Peut-être qu'il y aurait des propositions sur c'est quoi un bon journaliste pour vous. Hein. Avant de donner la parole à l'assistance, une dernière question. Qui sera sûrement pas la dernière de la soirée. J'aimerais qu'on revienne en quelques mots sur l'expérience d'Hebdo, ce magazine du coup lancé par les fondateurs de 21, de 6 mois, qui revient un peu comme ça, comme fil rouge dans le documentaire. Voilà, on a sa naissance, sa vie, sa mort. Où on voit du coup que des fois quand on essaye des nouvelles choses, quand on prend des risques, des fois ça paye, des fois ça marche pas toujours. On a les explications à la fin des fondateurs d'Hebdo, avec un peu de recul aujourd'hui. Comment tu analyses ça, à la fois sur le cas particulier d'Hebdo et puis sur ce que ça dit de l'écosystème médiatique? Alors, quand on commence à suivre Hebdo, avec Flo Laval, mon co-réalisateur, on ne sait pas que ça va se passer comme ça. Hein. Donc, pour nous, ça va être une réussite, comme ils ont réussi 21 et 6 mois, et donc c'est pour ça que je demande à suivre l'aventure. Et alors, ta question, c'est de savoir... c'est d'analyser aujourd'hui, avec un peu de recul, voilà, cet échec, et puis ce que ça veut dire plus généralement. Alors, pour moi, Hebdo, ça a été un échec lié à un dispositif entrepreneurial qui n'était pas solide, en fait, faut le dire, c'est pas... ça a été très vite, ils ont levé des fonds en s'appuyant sur une communauté qui était celle de 21 et de 6 mois, alors qu'ils cherchaient à s'adresser à un autre public. Moi, ce qui m'a plu dans ce projet, c'était au départ la possibilité de dire on veut faire de l'information pour ceux qui sont déconnectés, justement, de l'information. Donc cette intuition-là était bonne, et je pense que tout n'était pas à jeter. Et surtout, ils voulaient revenir avec du temps sur l'actualité. Et donc proposer toutes les semaines un journal qui conviendrait à toute la famille, avec un côté un peu mag et un côté actu, voilà, quelque chose qui permette de décrypter. Voilà. Et donc, là-dessus, moi, c'est ça qui m'a plu à l'époque. Après, sur l'architecture du projet, la façon dont ça a été mené, la rédaction telle qu'elle a été constituée, ça a été trop vite, avec des profils de journalistes qui n'étaient pas les mêmes, et surtout une direction à 4 têtes, avec 4 rédacteurs en chef. Concrètement, ça ne fonctionnait pas. Plus des erreurs de choix graphiques, de choix de sujets, dans un contexte concurrentiel très fort, où en fait, aujourd'hui, quand on lance un média, il faut bien comprendre qu'il y a une dépense incontournable et fondamentale pour exister, qui consiste à communiquer énormément. Il y a plein de médias aujourd'hui qui sous-estiment ça, qui ne se rendent pas compte que pour aller chercher des soutiens, des abonnements, voilà. Et donc Hebdo aussi fait des énormes dépenses d'affichage sur les kiosques, etc. Et puis du coup, le bateau a commencé à couler, l'affaire Hulot a continué à faire couler la chose. Au bout de 9 numéros, ça a été la liquidation judiciaire. Et derrière, il y avait un autre média qui s'était créé, qui s'est cassé la figure de la même manière, et plein d'autres médias qui voulaient se lancer, qui ne l'ont pas fait. Donc c'était un contexte assez particulier. Mais à côté de ça, aujourd'hui, quotidiennement, il y a plein de médias qui se lancent. C'est juste, il y a une effervescence là-dessus, lors de médias de niche,
Voilà. Et c'est vrai qu'il y a différents modèles. Moi, je viens de l'école Photorino avec le 1, qui a derrière lancé Légende, qui avait lancé America, qui a fait des vrais succès de presse. On peut aussi parler de Society, qui est encore autre chose, mais avec le groupe Sopress. Et Franck Hanès a aussi une bonne intuition avec des modèles différents. Donc il y a quand même des choses qui fonctionnent. Avec peut-être une ambition ou une façon de mener sa barque très différente de la façon dont Laurent Beccaria et Patrick Saint-Exupéry ont pu le faire. Voilà, donc c'est aussi, parfois il faut de la chance, il faut avoir de l'intuition, il faut sortir un dossier ou une actu ou une investigation, hop, qui tombe pile au bon moment. Il y a des paris parfois comme ça qui sont faits et qui fonctionnent. En Belgique, Médor, c'est ce qui leur est arrivé quand ils ont sorti leur premier numéro. Leur enquête a fait la une du pays, a fait énormément parler d'eux, et donc ils se sont lancés de cette manière-là. Mais il faut comprendre que c'est un contexte qui est très concurrentiel et que pour une bonne partie de la population, payer pour l'information aujourd'hui c'est pas normal, c'est pas quelque chose qu'on fait. Et puis dans le budget des ménages, il faut bien se rendre compte que aujourd'hui, c'est pas comme il y a 50 ans, on a maintenant un abonnement à payer pour Internet, pour le téléphone, pour les plateformes de documentaires en streaming, voilà. Et donc l'information, on estime qu'on n'a pas forcément à payer. Et puis si on s'abonne, on va s'abonner à un média, voire deux, mais guère plus. Donc ça pose tout un tas de questions sur comment la presse peut-elle survivre aujourd'hui, dans quelles conditions, etc. Mais là encore, il y a d'autres problèmes structurels aussi sur lesquels il faut avancer au niveau de l'État, de l'encadrement du fonctionnement de la presse, de son financement et de ce qu'on peut faire au niveau de l'écosystème pour bien soutenir son existence. Donc beaucoup de chantiers ouverts à ouvrir. Voilà, on va pas s'éterniser sur le cas de Hebdo, même s'il y aurait beaucoup de choses à en dire. Et comme disait, je crois, c'est Laurent Beccaria dans le documentaire. À un autre moment, dans un autre contexte, peut-être que voilà, le journal aurait eu le temps de maturer pour devenir vraiment ce qu'il avait envie d'être. Voilà, ça n'a pas été le cas, mais il y a plein d'autres aventures, d'autres super aventures médiatiques par ailleurs. Et voilà, l'idée de continuer à promouvoir tout ça. Alors, est-ce que donc le temps des questions, des échanges avec la salle est ouvert. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à se lancer pour poser une première question à Anne-Sophie? Voilà, il y a un micro dans la salle. Alors moi j'ai une question, du coup je peux lancer. Vous avez commencé par parler plutôt finalement d'un journalisme scientifique sur la question de l'écologie. Et on a vu par exemple récemment Epsilon qui a été publié qui est né en fait en kiosque. Et la période de la pandémie, en fait, moi j'ai trouvé qu'on avait une sorte de... Vous parliez de régime tout à l'heure, mais une sorte de boulimie de l'information, parce que peut-être qu'on avait pas que ça à faire, mais ça remplissait beaucoup de temps. Et moi, je voulais savoir quel regard vous avez sur cette période-là par rapport à l'information, en fait. Le confinement, donc en mars 2020, arrive à un moment, comme je disais tout à l'heure, qui était juste après les Gilets jaunes, où certaines rédactions avaient commencé. Je pense à La Voix du Nord, par exemple, ou à La Montagne, ou donc dans la presse locale, avec des locaux qui s'étaient faits, par exemple, amochés pendant les manifs, etc., avaient commencé à lancer pas mal de rencontres sur les territoires pour justement essayer de renouveler leur approche, essayer de s'interroger en profondeur, etc., sur leur traitement de l'actualité. Donc là, la majorité des rédactions se retrouvent à travailler à distance, ce qui n'arrive jamais. En fait, généralement, il y a des conférences de rédaction, etc. Donc, il a fallu se réorganiser de manière très rapide et puis s'interroger sur la bonne manière de travailler dans ces circonstances. On ne peut pas aller sur le terrain, ça pose problème. Donc, voilà, il a fallu s'adapter. Et je pense que les rédactions, du coup, ont pu... alors moi, j'ai bien suivi ce qui s'est passé au Monde parce que forcément, je travaillais avec eux. Et là, ils ont scindé la rédaction en deux.
Ils ont fait un suivi du Covid, un suivi aussi de la vie des Français, et ça les a forcés à faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Et donc je pense que ça a accéléré en fait des choses qui étaient peut-être en gestation et provoqué tout un tas de réflexions assez intéressantes. Et puis du coup, il y a eu aussi beaucoup d'offres lancées à cette occasion, des abonnements bradés pour que voilà. Alors après, là, je parle de la presse écrite. Sur la presse télévisuelle, ça a peut-être été aussi d'autres types de traitements. Où forcément, là, il faut remplir du temps d'antenne avec peut-être très peu d'infos, et donc la sensation que ça passe en boucle, que ça génère du vide, et des débats sans fin qui sont somme toute assez inintéressants, où on va créer de la polémique pour recréer de la polémique. Donc ça, c'est aussi d'autres problématiques qu'on puisse se poser à cette occasion. Bon, en tout cas, voilà. Moi, je sais que, à titre personnel, j'ai évité de trop regarder. Mais, et puis, derrière ça, il y a eu aussi toutes ces informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux comme WhatsApp, avec pas mal d'infox. Donc, les médias étaient très sollicités pour répondre à ce type d'informations qu'on voyait circuler massivement, et à dire comment faire pour vérifier, comment faire pour y voir clair. Enfin, moi, je sais que à l'époque, j'ai participé à nombreux webinaires qui étaient organisés pour essayer d'aider, et puis qu'il y a des initiatives comme What the Fake, Aude Favre, voilà, qui a lancé l'association Fake Off, qui a aussi voilà, explosé à ce moment-là, parce qu'elle a accompagné les gens à distance pour les aider justement à comprendre, à débusquer une fausse information. Donc il y a eu une prise de conscience, en tout cas je pense que ça a accompagné ça. Après, sur l'information scientifique, c'est encore autre chose, mais c'est vrai que là, ce matin encore, il y a une journaliste de France Inter, Anne-Laure Barral, qui vient de sortir une enquête qui montre qu'il y a énormément d'articles scientifiques qui sont falsifiés, qui sont créés par des robots. C'est juste fou, écoutez ça, je pense que ça sera diffusé enfin, ça doit être sur le site de France Inter et dans la cellule d'investigation de Radio France. Et moi-même, j'étais surprise à me dire, mais comment est-ce qu'un robot, aujourd'hui, peut générer un article scientifique et elle explique que finalement, les relecteurs de certaines revues scientifiques sont même pas connus. Ça peut être des emails avec des personnes dont on ne connaît pas l'identité derrière. Donc ça pose tout un tas de questions. C'est-à-dire que là, typiquement, il y a des erreurs faites par ces revues scientifiques, mais au-delà de ça veut dire qu'il faut... d'autant plus se méfier de ce qui circule. Mais alors comment y voir clair? Là, je ne peux pas vraiment vous donner de réponse, ça devient très compliqué. Alors quand se rajoute à ça des polémiques et des croyances, avec des gens qui sont convaincus de ce qu'ils disent alors qu'ils appuient leurs convictions sur des choses fausses, moi je trouve ça assez inquiétant, parce que quand ça dépasse certains cadres, et j'avoue que je suis ressortie de cette enquête, moi, avec... plein de questions à ce niveau-là. J'ai vraiment pas vocation à apporter des réponses. Je pense que voilà, il faut toujours avoir un temps d'analyse, de recul, de compréhension avant de pouvoir apporter des solutions. Et tout ce que je sais, c'est qu'il faut en effet avoir des petits points d'interrogation allumés en permanence. Il y a un très bon livre que vous pouvez lire à ce sujet, c'est Les Gardiens de la Raison, de Stéphane Foucard et Stéphane Aurel, qui sont deux journalistes au Monde, et Sylvain Laurence, qui est sociologue. Et pendant le confinement, ils l'ont écrit pendant le confinement, j'avais eu Sylvain Laurence au téléphone à cette période-là, c'est un ami scientifique qui m'a parlé de leur travail. Et donc le livre est sorti il y a tout juste 1 an, et ils expliquent à quel point même ceux qui font de la vulgarisation scientifique, et notamment des chaînes YouTube très connues, donc qui ne sont pas forcément des journalistes, mais des gens qui ont eu des diplômes de haut niveau en sciences, se mettent à faire de la vulgarisation scientifique, mais ils peuvent le faire à des fins un peu manipulatoires. Et donc là aussi, ils disent attention, parce qu'on va vous faire croire qu'il y a une bonne science et une mauvaise science. Comment y voir clair, en fait? C'est le Pékin moyen qui arrive et qui a envie de se renseigner et qui n'a pas forcément conscience de tout ça, il ne peut pas forcément savoir. Et puis parfois, c'est très très bien fait, on a envie d'y croire et on ne se rend pas compte qu'on est en fait un peu manipulé, ou qu'on ne nous donne pas objectivement une vision de la vérité telle qu'elle pourrait être. Et donc c'est facile de tomber dans le panneau. Et puis nous, journalistes, ça nous arrive, mais ça arrive à des hommes et des femmes politiques, ça arrive à tout le monde. La question, c'est à quel moment reconnaître qu'on a fait une erreur, revenir dessus, ne pas avoir peur de le dire. Voilà. Et à ceci s'ajoute l'agressivité en ligne, les campagnes massives pour pointer du doigt quelqu'un et critiquer. Enfin, c'est un peu... On vit une période pas facile à ce niveau-là. Et là-dessus, je trouve ça inquiétant. Donc c'est pour ça que moi, depuis cette enquête, j'ai continué à travailler, à passer du temps pour essayer de développer des outils. J'ai l'impression que c'est des petites gouttes d'eau dans un océan de... Voilà, mais on est plusieurs journalistes aujourd'hui à se dire, si on ne le fait pas, qui va le faire?
Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure à Raphaël, je pense qu'on a au moins 20 ans devant nous, comme pour l'alimentation, mais pour sensibiliser, essayer de faire notre possible, essayer de faire changer la loi aussi sur l'encadrement de la profession. Mais j'ai confiance quand même dans les jeunes générations. En tout cas, celles que je rencontre, du coup, à l'école, elles bénéficient de formation. Elles s'informent très différemment de leurs aînés. Elles ont des réflexes que leurs aînés n'ont pas. Et du coup, elles questionnent. Et puis, en fait, elles sont aussi très créatives. Donc, elles ont une façon de créer de l'information qui peut être intéressante et qui peut influencer plus tard la profession. Enfin, voilà. Donc, je me dis, j'ai des inquiétudes, mais j'ai aussi de l'espoir. Et donc, bizarrement, il va quand même falloir qu'on marche sur ces deux, ces deux pieds-là. Peut-être à 4 pattes parfois. Mais voilà. Il ne faut pas se laisser aller au désespoir complètement. Mais il y a des possibilités et il faut travailler sur ces lignes de crête-là pour essayer de se dire que voilà, on va quand même arriver à maintenir quelque chose de solide. J'espère. Est-ce que quelqu'un souhaite enchaîner alors avec une question ou même ça peut être une réaction, un ressenti par rapport à ce que vous avez vu dans le documentaire, ce dont on a parlé depuis tout à l'heure et même vous, votre pratique, votre consommation des médias, des interrogations que vous pouvez avoir par rapport à ce que vous lisez dans les journaux, entendez à la radio, voyez à la télé ou sur Internet. Voilà, et que vous auriez envie d'amener dans la discussion qu'on a aujourd'hui. Bonsoir. Alors déjà, Anne-Sophie, je voulais vous remercier pour votre présence ce soir, vous remercier pour ce film qui est d'utilité publique. Questionner notre rapport aux médias, notre rapport à l'information, au journalisme, c'est primordial. Alors je fais une parenthèse sur une question que je me pose sur le dispositif aujourd'hui, puisqu'il me semble voir 2 caméras ou micros. Alors je ne sais pas s'il y a une captation audio ou captation audiovisuelle qui est faite de la rencontre. Voilà, c'était une petite parenthèse sur une question que je me pose. Une autre question que je vous partage, quelque chose qui m'interroge, c'est le fait que la salle soit assez clairsemée. Alors que, pour moi, un journalisme libre, c'est crucial, c'est à préserver, c'est précieux. On est très nombreux en France à être équipés, entourés d'objets numériques, de smartphones, d'écrans. Et donc, même si on n'utilise pas ces outils numériques uniquement à des fins d'information, on baigne dans des flux informationnels, et vous l'évoquez avec l'expérience que vous faites, même si on coupe tous les flux, on reçoit tout de même de l'information, par des discussions avec nos proches, par exemple, etc. On ne peut pas complètement couper avec l'information. Et elle nous nourrit. Il y a l'analogie avec l'alimentation, comment on nourrit notre cerveau, ou l'analogie avec l'hygiène. Et ça nous concerne tous. Et je trouve que, à la fois ce film, le thème qu'il traite, votre présence ce soir, légitimerait le fait que la salle soit remplie, qu'il y ait des gens également qui n'aient pas trouvé de place. Et donc, moi, ça m'interroge. Voilà, ça m'interroge sur l'état de la société aujourd'hui, sur l'état de la France aujourd'hui. Ça me questionne. Donc, je pense que c'est une question qu'on peut tous légitimement se poser. Je ne sais pas si on a les réponses, mais c'est une question que je pose. Et après, autre question aussi, moi je vois plutôt aussi l'espoir. L'espoir, c'est le fait qu'il y ait des fauteuils qui soient remplis et qu'il y a des gens qui sont présents. Et ça me donne... Et c'est là que je vois de l'espoir. Et quand vous évoquez une échéance à 20 ans, le fait, oui, que ce travail est un travail de goutte d'eau, évidemment, dans le domaine de l'éducation aux médias, à l'information, l'éducation au numérique, le travail qu'on peut faire, c'est du travail de très long terme. On sème des graines. Combien de temps elles mettent à semer? On n'en a pas la réponse. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup d'entendre les autres personnes qui sont présentes sur leur ressenti par rapport au film, sur la façon dont ça résonne par rapport à leur propre pratique, et sur leur motivation à être présent ce soir, parce que je trouve ça précieux. Voilà, votre présence ce soir pour
réfléchir à ces questions. Alors du coup, je ne sais pas si c'est à moi de répondre. Après, je sais à quel point c'est compliqué d'organiser des projections et d'intéresser sur ces questions d'information alors qu'il y a une grande défiance dans le pays. Je m'en suis rendu compte j'ai quand même fait un petit tour de France, mais j'étais aussi en Belgique et en Suisse le présenter. Il a encore été présenté à Genève, l'ONU, il y a 15 jours de ça. Quand on a fait l'avant-première à l'UNESCO, on avait 1200 personnes qui sont venues dans la salle plénière, donc je sais qu'il y a eu du monde. Il n'est pas passé encore à la télé française, le film, parce qu'on m'a dit que justement, quand on parle d'information à la télé, ça ne fait pas d'audience. Donc, je sais d'où on part, et heureusement qu'on ne se base pas sur ces critères-là pour faire exister ce type de propos non plus. Sinon, on tombe vite dans la dictature de l'audience, et voilà. Mais je sais qu'il faut aussi du temps. Après, quand un film comme Les Nouveaux Chiens de Garde sort, et là apparemment le numéro 2 est en gestation, on sait que ça va être de la critique et on sait que ça va être peut-être plus vu, je sais pas. Parce que peut-être ça s'adresse aussi à une façon de réfléchir où c'est plus simple, je sais pas. Mais ce qu'il dénonce est réel, mais pour moi le problème c'est que c'est très entendu et on va arriver à une seule conclusion, c'est que tous les journalistes ressemblent à ces nouveaux chiens de garde. Et moi, avec le choix de ce film, c'était de dire, certes, il y a une partie de la profession qui répond à ces critères dénoncés par Halimi, etc. Mais il n'y a pas que ça. Et je ne veux pas que cette image nous colle à la peau. Je ne me reconnais pas non plus là-dedans. Et s'ils ont raison de dénoncer ça, il faut aussi aller plus loin pour montrer qu'il y a plein d'efforts qui sont faits et qu'on peut apporter des réponses. C'est un peu ce que je reproche à la critique radicale des médias aujourd'hui. C'est que pour moi, elle est absolument nécessaire, elle doit exister, elle doit perdurer, mais on ne doit pas juste s'arrêter à cette critique-là. Comme on ne doit pas dire la réponse aux médias détenus par les actionnaires, c'est la presse libre et indépendante. C'est jamais binaire en fait dans le monde. Il faut rentrer un peu dans la complexité. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas encore si la nuance et la rigueur parfois peuvent encore exister. C'est un peu un constat aussi, mais je pense que ça fait partie des temps actuels où en fait bizarrement, comme le dit Paoli, quoi. Être tiède, ça ne permet pas forcément d'être... voilà, est-ce qu'il faut plus d'engagement? Est-ce qu'il faut plus de militantisme? Est-ce qu'il faut plus de... Voilà. Mais la polarisation actuelle ne me permet pas non plus de converser de manière constructive. Donc voilà, mais peut-être parler vous aussi, on peut en discuter. Bonsoir. Moi, j'aurais une question concernant l'accès de l'information aux jeunes. Je voulais savoir si vous aviez des pistes pour que les jeunes puissent accéder à un contenu de qualité à l'école, s'il y avait quelque chose à faire du côté de l'école, du collège et lycée. Parce que nous, on a déjà du mal en tant qu'adultes à se repérer dans ce flux d'informations. Et bon, voilà, pour les jeunes, comment on peut voir ça? Alors moi j'interviens depuis 1 an dans des écoles primaires, donc forcément j'interviens dans des classes dont les instituts sont plutôt sensibles à ces questions et souvent c'est des classes qui sont abonnées à Mon Quotidien ou Mon Petit Quotidien, qui est un petit journal d'actualité assez bien fait et qui sensibilise dès que les enfants sont en CM1, CM2 à l'usage des réseaux sociaux, d'internet, avec des ressources qui existent. Je ne suis pas intervenue encore en collège, en lycée, je ne sais pas si vous le faites, Raphaël, avec grand format, peut-être que tu pourras en parler. Mais je pense que les enjeux sont encore différents, parce qu'ils commencent à avoir des téléphones portables, pour certains à l'entrée en 6e. Et donc là, forcément, ils sont soumis tout de suite à l'ensemble des flux Internet, applications qui existent. Et donc là, je pense qu'il s'agit surtout de les aider à questionner et avoir des réflexes. Après... il y a une multitude de supports qui existent dans les médias pour la presse jeunesse. Pour moi, est un très beau secteur journalistique. Le groupe Bayard a une multitude de titres en la matière. Et ces dernières années, alors je sais que l'IB avait fait une tentative qui a avorté, qui n'existe plus. Mais il y a des supports. Je sais qu'à Clermont, il y a une fille qui a monté Albert, qui a un joli journal papier aussi, très esthétique, qui traite l'actualité.
de manière assez originale avec du temps. Enfin, il faut fouiller un peu. Et puis, pour les jeunes, il y a aussi une consommation vidéo assez importante. Et donc, je trouve qu'il y a eu des efforts faits peut-être par Lumni, là, avec France TV Éducation. Est-ce que ça suffit? Je ne suis pas sûre. Mais il y a aussi des médias qui ont développé des formats exprès pour les jeunes étudiants. Alors, voilà, mais c'est vrai que collège, lycée, je ne sais pas. Enfin, pour moi, en tout cas, il y a une offre qui existe. Après, il faut en effet aller la chercher, provoquer de la rencontre, etc. Oui, pour compléter peut-être sur les collèges et lycées, voilà, au-delà de cette question de l'offre qui est là, et qui après va dépendre aussi individuellement, culturellement, des familles, du milieu des jeunes, parce que bon, voilà, abonner son enfant au petit quotidien, ou c'est quoi les clés de l'actu, peut-être pour les plus vieux. Ça, il y a des familles qui le font et c'est très bien, mais pas forcément pour tout le monde. Donc, ça va passer aussi notamment par l'établissement scolaire, des actions d'éducation aux médias qui se multiplient de plus en plus. Hein. Voilà, il y a l'État, les différentes collectivités qui ont beaucoup d'appels à projets autour de l'éducation aux médias. Donc c'est quelque chose qui est assez actif et où l'enjeu, c'est effectivement de redonner aux jeunes les codes de l'information, parce que c'est quelque chose qui malgré tout s'apprend, d'autant plus quand on est noyé dans ce maelstrom médiatique entre les médias traditionnels, Internet et voilà, et souvent de les faire devenir eux-mêmes acteurs, producteurs d'informations, de leur montrer les coulisses et la fabrique de l'info. C'est ce que je peux faire moi dans des résidences de journalistes. Et ça aide aussi à mieux comprendre et à mieux décrypter ensuite les médias dont on est spectateur pour le coup. Puis il y a plein de podcasts, en fait j'en ai pas parlé, mais il y a pas mal de choses aussi qui existent pour s'informer de cette manière-là, et qui ont été développées par différentes chaînes. Je trouve ça intéressant aussi pour les jeunes, ça permet de les tenir au courant avec des outils qu'ils ont sous la main, et gratuitement. Est-ce que quelqu'un souhaite encore intervenir? Pas forcément entendu tout le monde. Après, tout le monde n'est pas obligé de parler, il n'y a pas de souci. En tout cas, si ça vous intéresse, sachez que donc après le film, j'ai écrit un livre, un peu un gros pavé où je livrais tout, mais on a aussi utilisé, vu qu'on avait beaucoup d'heures de rush et de tournage, on a été voir Lina, donc, qui a un support très bien fait qui s'appelle la Revue des médias en ligne, en accès libre. Et donc on a fait une série de 5 petits films pour eux qui s'appelle Média la grande réinvention, avec un point d'interrogation, où justement on explore 5 façons de renouveler le métier et l'approche. Et donc dedans on peut retrouver Fabrice Arfi, mais aussi Aude Favre de Fake Off dont je parlais, ou même David Dufresne qu'on a pu interroger à cette occasion. Et puis la carte du paysage médiatique français dont je vous parlais, elle est en ligne sur le site du film. Elle se télécharge, elle est en libre accès également en grand format. Et donc là, on est en train de travailler sur la version, la deuxième version qui sera enrichie de tous les commentaires qu'on a reçus. Voilà. Et que vous conseillez d'autres. Sinon, peut-être le film qui a été diffusé par Reporters sans frontières il y a 10 jours sur le système Bolloré et les effets que ça peut avoir sur la concentration des médias. Ça, c'est un sujet dont on parle depuis longtemps, mais qui va revenir sur le devant de la scène de manière assez importante, je pense, là, dans les mois qui viennent, parce que ça pose tout un tas de problèmes, notamment en période présidentielle. Et justement, et on finira peut-être là-dessus, voilà, on arrive là dans ce... Ça va être un espèce de tunnel médiatique, en tout cas sur un certain nombre de médias, des élections présidentielles, où voilà, tout va être focalisé là-dessus, et notamment sur cette fameuse course de petits chevaux électorale.
comment, j'étais un peu provocateur, comment sortir indemne de cette période-là pour notre santé mentale en tant que nous journalistes et puis vous en tant que consommateurs de médias. Je sais pas trop. Quand on regarde les résultats des dernières élections au niveau des régionales, ça n'a pas été très glorieux, donc je pense qu'il y a une désaffection, mais que l'institution médiatique, elle souffre comme l'institution politique ou d'autres types d'institutions. Enfin voilà, on sait bien que la profession journalistique est aussi peu aimée que les politiques ou les banquiers, donc là-dessus, je pense qu'il y a... C'est Eva Joly qui le disait d'ailleurs dans une émission de Stéphane Paoli. Elle disait le théâtre politico-médiatique, c'est une scène sur laquelle il y a les hommes et les femmes politiques. Au premier rang, il y a tous les commentateurs. Et derrière, les gens, ils sont partis, en fait. C'est un peu... Vous voyez, c'est clairsemé ce soir, mais dans le théâtre politico-médiatique, c'est pareil. Les gens, ils sont dehors, ils sont en train d'agir, ils construisent des choses et des initiatives. Et la politique, voilà, je pense qu'il n'y a pas un désamour de la politique, c'est juste la façon dont elle est pratiquée aujourd'hui qui pose problème, et avec une conversation qui n'existe plus. Et c'est pour ça qu'il faut recréer les questions du débat public. Il faut se réemparer des sujets de société. Et hélas, voilà, je pense qu'on n'a pas le système qui permet de correctement le faire aujourd'hui. Et il y a une lassitude, en fait, avec l'impression que rien ne change. Et puis du coup, une colère qui monte dans la société et des choix de radicalité qui sont faits, parce que quand on est en colère et qu'on a des peurs, eh ben, on va forcément aller vers les extrêmes. Et du coup, voilà, enfin, moi je pense qu'il faut interroger ça aussi. Mais, ou des gens qui vont plus voter parce que voilà, ils estiment que ça sert à rien. Donc il faut juste poser aussi la question, et puis certains poseraient même la question de ce type de représentation, est-ce encore pertinent aujourd'hui, et comment réinvestir en local, voilà. Enfin, moi, je suis juste journaliste, je ne suis pas analyste politique. Et à moins qu'il y ait une dernière question, moi j'en aurais une pour finir sur une note plus positive. Récemment, est-ce qu'il y a une initiative, soit d'un média déjà existant, soit de création d'un nouveau média, voilà, où toi tu t'es dit, ah ben tiens, ça c'est encore un nouveau truc, c'est génial, ça va dans le bon sens, et que tu aurais envie de partager avec nous ce soir? Il y en a plein, donc c'est difficile de choisir, j'aime pas... Après, une, ça peut être deux ou trois. Hein, oui, si non, bien besoin. sûr, bien sûr. Il y a plein de revues là, qui se sont lancées récemment en format papier, comme Pays, comme Grain, comme Vert, enfin voilà, qui sont des... Là, il y a des formats newsletter aussi assez intéressants, je trouve que... qui permettent de décrypter l'actualité, prendre du temps et de revenir sur les faits de manière voilà, avec recul. J'ai suivi aussi le lancement de Blast par Denis Robert, qui avait quand même travaillé longtemps sur l'affaire Clearstream, qui est un média engagé, mais en ligne, en libre accès, surtout vidéo, et qui essaye justement de remettre du débat sur des questions de société. Et puis là, dernièrement, je trouve que France Info a fait un très beau travail sur la montée des eaux en France à l'occasion de la COP26. Et Le Monde, alors j'en parle beaucoup, mais ils ont aussi envoyé 100 journalistes et 100 photographes partout en France pour faire des reportages vraiment de grande qualité. Enfin, pour moi, je trouve sur des sujets qui n'étaient pas forcément attendus, donc je trouve qu'il y a des efforts éditoriaux qui sont lancés de cette manière-là. Donc je préfère regarder ça que ce qui dysfonctionne. Et ben voilà, si on a envie d'aller chercher des informations différentes, en tout cas, elles sont là, elles existent. Voilà. Effectivement, ça demande peut-être un peu de temps de changer ses habitudes, mais c'est pas impossible. Merci à vous en tout cas, puis merci encore à la bibliothèque pour l'invitation. À bientôt.